Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Jacques Perrault, rédacteur en chef du journal télévisé, vient d'aller au Japon en compagnie de Claude Fayard et il nous a rapporté de son voyage ses vues. Jacques Perrault, nous continuons notre voyage au Japon, mais cette fois les vues prises d'un train. Oui, et vous allez remarquer tout de suite une chose, c'est que dans les wagons de ce train, il n'y a pas de compartiment. Nous sommes pour l'instant avec le Watman qui a condescendu à nous laisser tourner, Claude Fayard et moi. Vous remarquez pas de compartiment, mais une possibilité en actionnant un levier de mettre les sièges face à face, pour faire la conversation par exemple. Un autre détail aussi, chacun de ces trains est pourvu d'un bar qui à toute heure du jour et de la nuit peut vous servir soit des boissons fraîches ou chaudes, soit de véritables petits repas qu'on peut consommer dans le train. Voilà précisément ce bar et à chaque minute des serveuses passent et prennent les commandes et vous apportent immédiatement les rafraîchissements ou la nourriture que vous avez commandée. C'est un aspect particulier de ce train qui par ailleurs sont extrêmement propres et sont dotés aussi, autre détail que j'allais oublier, sont dotés de haut-parleurs, ce qui permet au chef de train qui est en tête d'annoncer « attention, nous allons arriver à telle gare », ce qui, j'avoue, est assez pratique. Comment ? Cette dame va aller manger tout ce qu'il y avait dans son carton? Oui, exactement. Voici le contrôleur qui porte des gants blancs, vous avez remarqué. Je crois qu'on a toujours le droit d'exiger d'un contrôleur qu'il ait des gants blancs. Alors ici nous sommes à Nikko et ce pont rouge n'est utilisé que par l'empereur quand il vient en pèlerinage à Nikko. Nikko est un parc national au centre duquel se trouve le sanctuaire de Toshagu où nous nous trouvons actuellement. Toshagu où a lieu un pèlerinage annuel, Toshagu qui est un amoncellement de pagodes et de temples. Je trouve même qu'il y en a trop, c'est très richement décoré. Et vraiment, alors voilà les 3 singes de la sagesse, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Ces singes qui sont produits à des centaines de milliers d'exemplaires, soit en boutons de manchette, en foulard, en pendule ou en broche. Alors ce temple, bien entendu, on le visite, et il faut absolument se déchausser pour ne pas abîmer les tatamis, qui sont les tapis de paille de riz sur lesquels on circule en chaussettes, jusque j'ai y compris quand on est président du Conseil de la République, comme M. Monerville. Remarquez que les gens ne portent pas de chaussures. C'est un collège? Pour circuler. Oui, c'est un établissement secondaire. Alors, ces collégiens portent un uniforme assez sévère. Alors là, nous sommes passés diamétralement au sud. Tout ça est un petit peu décousu, mais enfin, c'est le voyage qui a voulu ça. Nous sommes au Grand Bouddha de Kamakura. C'est un des grands Bouddhas du Japon. Il fait 13 mètres de haut. Et il est en bronze. C'est le Daibutsu, c'est le nom japonais du Bouddha. Kamakura étant une petite ville au bord de la mer, voici les offrandes au Bouddha chaque jour, des fruits dans une coupe. Ici nous étions à la période de la floraison des cerisiers, c'était pas trop avancé. Vous remarquez une fenêtre dans le dos du Bouddha, je crois que le gardien y habite. Il est vide alors, ce Bouddha, il est creux. Oui, c'est ça, il est creux, il date de 700 ans. Voici quelques vues de la petite ville de Kamakura. Et ici, un visiteur qui nous a semblé en train de se libérer de quelques complexes, j'avoue que c'est le seul pouce que j'ai jamais vu tirer pendant mon séjour au Japon. Il n'existe plus le pouce, presque. Non, pratiquement, c'est presque devenu un véhicule de musée. Mais c'était très très épuisant. Ah oui, tout à fait. Alors nous allons passer maintenant, dans une région proche, au bâtiment qui abrite un autre grand Bouddha. Alors c'est le plus grand Bouddha du Japon, le Bouddha de Nara. Ici, des gens qui déposent des sortes de petits cierges qui brûlent en dégageant un parfum d'encens, qu'ils plantent dans le sable. Ces petits cierges, ils les achètent à l'entrée et ils accompagnent en somme leurs vœux, les vœux qu'ils font au Bouddha. Voilà le bâtiment qui a 57 mètres de haut, le Bouddha lui-même ayant 17 mètres de haut. Voici d'ailleurs la reproduction extérieure de ce Bouddha qu'on ne peut pas voir à l'intérieur parce que c'est très, très sombre. Ici, un personnage qui a l'air d'un prêtre et qui est en réalité un soldat qui fait, mutilé, qui fait la quête pour son propre compte. Ici, le pavillon d'or. Ce qu'on appelle le pavillon d'or, c'est près de Tokyo. Il s'appelle en réalité le temple de Rokonji. Il date du XIVe siècle et il a été restauré très récemment, entre 50 et 55, et il a vraiment un aspect extraordinaire. Il est tout en or, tout doré. C'est vraiment très curieux. À côté, un vieux puits, où l'on puise toujours de l'eau, mais enfin, ça... C'est l'aspect traditionnel et surtout, je dois l'avouer, pour les touristes. Ici, le parc qui entoure ce pavillon d'or,
avec vraiment un paysage tout à fait carte postale, mais je peux vous assurer que ça correspond tout à fait à la réalité. C'est reposant. Oui, tout à fait. Voilà un petit lac sur fond de cerisier. Et enfin, le Fujiyama. Le Fujiyama qui est la montagne la plus haute du Japon. Le Fujiyama fait en effet 3700 mètres de haut. Et le Fujiyama, j'avoue, dans cette région du Honshu, c'est-à-dire de l'île centrale du Japon, est aussi omniprésent que, par exemple, le Cervin à Cervinia ou à Zermatt. C'est vraiment le mont qu'on voit de partout. Il s'impose, on lève les yeux, on voit le Fuji. Et il est surtout très isolé, il n'y a pas de pré-Fuji comme il y a des pré-Alpes, par exemple. Et on le voit de partout. Ici, le lac, c'est un lac qui s'appelle le lac Ashi, qui est situé dans le parc national du Fuji Hakone. Le Fuji Hakone, c'est une région extrêmement pittoresque du Honshu, l'île centrale du Japon, comme je vous l'ai dit. Il y a de très beaux paysages, il y a des sites magnifiques, il y a des stations thermales. L'altitude ici est à peu près de 4 à 500 mètres. Ici, un vendeur de colifichets, comme il y en a partout, partout où il y a des touristes. Et vous voyez le Fuji, qui est vraiment le cône le plus régulier que je connaisse. Il s'agit de teinturier. Oui, c'est le rinçage des toiles imprimées. Il paraît que l'eau de cette rivière a des qualités particulières de fixation des couleurs. C'est du moins ce que je me suis laissé dire. Et ici, alors, il s'agit du colza. Le colza qui est la matière première qui fournit l'huile aux Japonais, ce qui donne d'ailleurs, quand on le voit d'avion, quand on le voit simplement d'une certaine altitude, on voit des petits carrés jaunes. C'est très caractéristique du paysage japonais. C'est peut-être très gai. Oui, le paysage japonais qui par ailleurs est très vert, mais avec ces taches, ces carrés jaunes. C'est un exemple de surpopulation. Oui, c'est ça. Il s'agit de femmes. Ça illustre en somme l'emploi de la main-d'œuvre qui ne coûte pas cher au Japon. Le standard de vie est relativement peu élevé. L'ouvrier spécialisé, par exemple, gagne quelque chose comme 20 000 yens par mois, ce qui représente à peu près 25 000 francs. Toutes ces statues sont des reliquats du passé, bien entendu. Ici, une maison japonaise qui illustre un peu la vie telle que le pratiquent les Japonais dans certains standings déjà. Vous voyez cette femme qui va retrouver son enfant, qui est habillée tout à fait à la japonaise, c'est-à-dire avec le kimono. Vous allez voir tout à l'heure ses chaussures. C'était l'épouse d'ailleurs d'un de nos guides japonais qui nous avait très courtoisement emmenés chez lui. Alors vous voyez, elle se déchausse ici, elle porte des sandales à semelles compensées en somme, et vous remarquez ces chaussettes particulières avec un doigt, ce qui lui permet de glisser le gros orteil et les autres doigts entre cette lanière. Nous entrons dans la maison d'ailleurs pour l'heure du thé, qui est servi par une servante qui est également en kimono. Alors, premier soin, on offre à l'hôte des serviettes, des petites serviettes avec de l'eau tiède, n'est-ce pas, des serviettes humectées à l'eau tiède, ceci pour se laver les mains. Quand vous entrez dans un bar, d'ailleurs, on vous offre ces serviettes bien avant de vous demander ce que vous prenez. Alors, vous prenez le thé dans ce genre de gobelet, qui est lui aussi très japonais. Ça, c'est une décoration murale, une reproduction d'un Bouddha ou d'un dieu shintoïste quelconque, parce qu'il y a deux cultes au Japon. Alors vous voyez la différence avec laquelle s'incline la servante. C'est également très caractéristique de la civilisation japonaise. Ce n'est pas une geisha, ça c'est une servante simplement qui est au service de ces deux personnes. Le fameux bouquet. Oui. C'est tout un art. Les japonaises ont vraiment très grand art pour confectionner les bouquets. Photo traditionnelle. Photo traditionnelle, oui, voilà, c'est une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, l'uniforme extrêmement sévère des collégiens japonais. Tout est noir. Là. Les petites japonaises portent des bas noirs également. C'est assez triste et c'est très sévère. L'uniforme est très militaire, à peine la tache claire des imperméables qui sont aussi uniformes d'ailleurs. Ça c'est la photo souvenir classique dans toute visite qui se respecte. Alors là nous sommes tombés dans un petit village, dans une petite ville on peut dire, sur un cortège d'enfants. Il y avait, je sais pas, plusieurs centaines d'enfants là qui tiraient un char, des enfants de 4 à 13 ans à peu près.
qui tirait un char très enluminé, très enrubanné, avec une décoration extrêmement vive. Et il s'agissait d'un épisode de la fête anniversaire de Bouddha. Ce char, tiré par ses enfants, vous allez voir le système de freinage extrêmement rudimentaire, ce char tiré par des enfants donc circulait très lentement à travers les rues de la ville et il comportait 2 étages. Au premier étage, on les verra à peine d'ailleurs, un groupe de musiciens qui jouaient de ces instruments assez caractéristiques du Japon, instruments à cordes, n'est-ce pas, histoire de faire du bruit et d'attirer la population, si d'aventure cette décoration violente ne les avait pas attirés. Et au rez-de-chaussée, si je puis dire, de ce char, il y avait 2 personnes à l'intérieur, 2 quêteurs, en somme 2 caissiers si vous voulez, car il s'agissait en fait d'une quête pour le temple, pour les moines du temple local. Une quête organisée dans la rue avec grand renfort de population infantile. J'avoue que c'était extrêmement curieux. Et nous voilà revenus à l'aéroport de Tokyo Haneda. Notre petit voyage au Japon est terminé, il a duré 10 jours exactement. Nous allons rejoindre Paris en moins de 30 heures via Anchorage en Alaska, c'est-à-dire une nuit et une journée, ce qui par rapport au voyage du Sud représente, je vous le disais au début de cette émission, un gain de temps de 15 heures exactement. Eh bien, merci Jacques Perrault de nous avoir conduits au Japon. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Jacques Perrault, Claude Fayard et Solange Péter. Montage Jean-Pierre Lé, son Luc Périni, illustration sonore Denise Glaser.